Je vous présente sans plus tarder les membres de ce panel qui porte sur la promotion de la culture francophone au sein des communautés anglophones, avec nos trois panélistes, commençant avec M. Peter Dorrington, qui est vice-recteur à l'enseignement à l'Université de Saint-Boniface, qui est tout près de Winnipeg. Il est professeur, il nous expliquera plus longuement ce qu'il enseigne, mais en gros, on pourra dire que sa spécialité, justement, c'est de parler de l'engagement envers la francophonie et la culture francophone. Donc, c'est intéressant de voir que ça s'enseigne maintenant à l'université, n'est-ce pas? En Alberta. Et il se dit, il nous expliquera cette terminologie assez particulière, il se dit francophone de langue maternelle anglaise. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. À ses côtés, et on la remercie, c'est une brave, puisqu'elle a accepté à presque même pas 24 heures d'avis de faire partie du panel. Elle vient remplacer Michael Connolly, qui a été retenu. Donc, je vous présente Mme Cindy Leblanc, qui est directrice générale au secrétariat sur la francophonie ici au gouvernement de l'Alberta. Mme Cindy Leblanc. Et M. Joris Desmares-Decaux, qui fait partie du Conseil de développement économique de l'Alberta, un entrepreneur francophone vraiment qui est arrivé ici. Il nous racontera son histoire dans quelques instants, mais bon, arrivé d'Europe, passé par le Québec, mais finalement ici, est bien installé ici. Il a fait partie du comité, de la Chambre de commerce qui est en place, qui est en rapport avec le quartier francophone Bunidoon. Et donc, l'angle qu'il pourra utiliser davantage sur ce panel est l'angle économique. L'angle politique sera peut-être davantage porté par Mme Leblanc et l'angle de l'éducation par M. Dorrington. Donc, je vous invite à accueillir M. Joris Desmares-Decaux. Bon, alors on s'est rencontrés tantôt au déjeuner, puis on était partis, on était en train de faire le panel avant de faire le panel. J'ai dit, on va arrêter la discussion parce qu'il faut la garder un petit peu pour nos amis dans la salle, mais c'est un sujet qui est passionnant et qui est multiple. Mais je vous rappelle que nous allons en parler toujours dans le contexte de faire la promotion, toujours en lien avec le but de cette rencontre du réseau des villes francophones et francophiles, comment faire pour aller au-devant de la communauté anglophone pour mousser davantage le fait francophone et la culture francophone. Je vais commencer d'abord par donner la chance à nos trois invités de camper un peu leur point de vue, leurs origines respectives sur ce panel. D'abord, monsieur, vos microphones, en passant, je ne les ai pas présentés, hein, ils sont sur le fauteuil à côté de vous et il faut parler près du micro le plus possible. Voilà. On vous a enlevé votre micro, vous? Je l'avais mis sur votre fauteuil. Attendez. Steve, est-ce que tu peux nous prêter ton micro? OK, merci. Mais normalement, on aurait 3 micros ici, un micro dans la salle. Est-ce qu'on va avoir un micro dans la salle tout à l'heure? Le micro dans la salle, il est où? Il est là. Bon, il y a un mystère qui s'est passé, il y a un merveilleux mystère. Mais on verra tantôt. Parce que ce que je voulais vous dire, j'en profite pour ouvrir la porte sur le fait que nous allons vous intégrer dans la discussion à un certain moment de notre panel. Vous ferez partie de la discussion. Mais commençons maintenant avec nos 3 micros en avant, puis on partagera après. Donc, M. Dorrington, pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous enseignez à l'Université Saint-Boniface et un peu la réaction de vos étudiants que vous partagez avec nous là, au déjeuner tantôt? Est-ce que c'est allumé? Oui, si on va s'occuper du son. Vous m'entendez? Oui. En fait, j'enseigne pas à l'Université de Saint-Boniface depuis que je suis là. Je suis là depuis 3 ans. Mais quand j'étais encore à l'Université régionale, j'enseignais. Puis les cours que j'aimais donner, c'était des cours axés sur la francophonie, mais pas comme objet de curiosité, mais sous l'angle de l'engagement. Et à l'Université régionale, la plupart de mes étudiants, c'était des anglophones bilingues ou des francophiles, comme on s'obstine à les appeler. Puis, d'ailleurs, d'abord, il faut commencer en rayant de notre vocabulaire ce terme que je juge limitant et peut-être même péjoratif. Ah oui? Mais, oui, ben, je peux en parler longuement si vous voulez, mais bon. Mais je trouvais ce travail intéressant parce que moi, je demandais à mes étudiants francophones et anglophones, donc je leur disais, puis je visais surtout les anglophones, est-ce que quand on parle de la francophonie, est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous étudiez comme si vous étiez à l'extérieur de ça? Ou est-ce que vous vous considérez comme étant là-dedans? Et est-ce que, et puis
je lançais cette idée-là, mais je savais, d'après leur réaction, que moi, j'étais la première personne à leur proposer l'idée. Je dis, est-ce que vous, les anglophones, est-ce qu'il serait possible pour vous, peut-être dans certains contextes, de vous considérer comme étant plus que de simples anglophones bilingues? C'est linguistique, c'est superficiel, ça ne va pas très loin, ce concept-là. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez peut-être aussi vous considérer, tout en restant ce que vous êtes avec vos autres identités, comme étant francophone aussi? Là, c'était comme si j'arrivais d'une autre planète avec une idée comme ça. Mais au cours du semestre, puis on en parlait sous tous les angles, là, et c'était pas tout le monde, mais il y en a qui disaient, qui finissaient le cours en disant des choses comme « j'aimerais pouvoir me dire bilingue, comme le disent les francophones », ça veut dire pas bilingue de langue, ça veut dire biculturel, hein? Mm-hmm. Et où je commence à me sentir, je sens que ce serait possible peut-être de me dire à la fois anglophone et francophone. En tout cas, je vais pas parler très longuement parce qu'il y a d'autres panélistes là, mais quand on parle de communauté anglophone, comme vous le savez, c'est pas quelque chose de monolithique. Il y a des groupes à l'intérieur de cette anglophonie-là. Il y a les anglophones qui sont carrément hostiles aux faits francophones. Je pense qu'on a vécu ça un petit peu ici les derniers jours. Il y a une grande masse d'anglophones qui savent même pas qu'on existe hors Québec, ce qui explique peut-être aussi un peu l'hostilité, là. Il y a un autre groupe qui sait vaguement qu'on existe, mais ils sont indifférents. Et puis, il y a les anglophones bilingues. Sauf qu'on ne fait rien de très intéressant avec eux. Ils évoluent encore. Ça fait comme 50 ans, cette aventure de l'immersion. Ils évoluent à côté de nous. Mais ce n'est pas constitution en communauté qui non, se fréquente? Mais il me semble que si on veut miser, comment promouvoir la culture francophone au sein des communautés anglophones, bon, c'est pas sorcier, je suis pas le premier à le dire, là, mais il faut vraiment miser sur ces anglophones bilingues, parce que c'est le groupe le plus réceptif. Sauf que je trouve qu'on fait pas grand-chose jusqu'à présent. Mais bon. Sur ce, je vais me taire. Là, non, mais ça met la table et ça va susciter certainement des réactions et des discussions ici même et aussi peut-être bientôt dans la salle. Merci beaucoup, Peter Dorrington. Maintenant, Cindy Leblanc, pourriez-vous nous dire un mot un peu sur la raison d'être donc, du secrétariat à la francophonie, puis son travail, là, et qu'est-ce que ça change? En fait, au secrétariat francophone, on a vu justement une évolution de son mandat depuis le début. Donc, au début, je pense qu'il y a 20 ans, le secrétariat francophone était plutôt là comme liaison entre le gouvernement et la communauté. Mais tout récemment, avec l'adoption d'une première politique en matière de francophonie, on a un mandat élargi. Donc, ça veut dire que vraiment, on travaille de façon horizontale avec l'ensemble des ministères pour développer et améliorer les services en français. On a un mandat aussi d'aider à la visibilité et la promotion de la francophonie au sein de la province. Donc, c'est ça, on a un rôle de sensibilisation des fonctionnaires, sensibilisation des élus, et aussi de travailler en collaboration avec les parties prenantes communautaires, mais aussi de la majorité, parce qu'on sait que quand vient cet aspect-là de prestation de services en français, eh bien, il y a plusieurs acteurs et gens qui peuvent exercer une influence sur le résultat. Mm-hmm. Donc, et avez-vous le sentiment que ce travail, cette fonction que vous exercez et justement ce rayonnement là, latéral à l'horizontale a commencé à porter fruit? Est-ce qu'on peut sentir que ça descend jusqu'au niveau de la population? C'est certain, mais je ne voudrais pas penser que c'est le secrétariat francophone qui a eu tout le crédit pour ça. Je crois qu'on voit une évolution au niveau sociétal face à la francophonie, face à la diversité tout court. Nous, dans la province d'Alberta, on a vraiment été choyés. On a fait face à... on a bénéficié à la fois d'une migration constante depuis plus de 300 ans. Okay, quand on y pense, là, les premiers voyageurs. Et donc, notre francophonie n'est plus homogène. Okay? Donc, ça devient de plus en plus normand dans la société de trouver des francophones ou des anglophones de langue maternelle anglaise qui sont dans des postes divers. Donc oui, le changement de culture s'effectue petit à petit. Donc, oui, l'hostilité qui existait peut-être à un moment donné dans certains
certains secteurs est moins là ou pas du tout. Là. On sent vraiment qu'il y a des champions à la fois anglophones ou francophones qui appuient les objectifs. Ouais. OK. Merci beaucoup. Et justement, Joris Desmares-Decaux, je pense que vous avez à nous présenter un exemple concret du fait que, oui, le fait francophone devient quelque chose d'attirant, à tel point qu'une communauté peut décider, même sur le plan de développement économique, de donner une identité francophone forte à un quartier. Je parle nommément du quartier francophone Bonidoon. Donc, juste un petit mot pour vous dire que M. Desmares-Decaux vient de France, donc de la Normandie. Il est arrivé au Québec au départ, mais on l'a perdu. Il est parti. Il s'est emmené dans l'Ouest. Donc, resté 2 ans au Québec. Et puis, depuis combien de temps êtes-vous dans la région ici? Je suis arrivé en Alberta en 2013. On est arrivé à Edmonton en 2015. Donc, je suis un tout nouveau, on va dire. Mais je me suis vraiment impliqué depuis le début dans la communauté francophone. Et de savoir que le fait français existait bien avant nous, et que nous perpétuons ce fait français dans nos actions de tous les jours, notamment les actions économiques, je trouve ça vraiment intéressant. Alors on parle du quartier francophone, qui est vraiment, et on en parlait un petit peu hier avec les autres panélistes, que tout partait d'une école, et que par la suite, il y a maintenant une population de 30 à 40% de personnes de langue maternelle française qui s'est construite autour d'une école. Je trouve ça vraiment passionnant, et le fait qu'à chaque jour, on pose des actions qui nous permettent de vivre en français, de développer notre culture francophone, mais surtout d'intégrer d'autres francophones qui viennent de différents horizons. Je pense notamment à des pays africains, européens, voire même d'Amérique du Sud. C'est vraiment passionnant. Alors, l'aspect économique, je pense, est clé pour le développement de nos communautés. Valoriser des entrepreneurs d'origine africaine, par exemple, c'est un exemple, il y en a d'autres, bien entendu, qui étaient entrepreneurs dans leur pays d'origine, qui arrivent ici avec des codes culturels complètement différents, mais qui veulent s'intégrer, qui ont cette soif de développer des initiatives. Il faut les aider. Et je pense que c'est j'aime bien dire ça, c'est rendre vraiment le français sexy. C'est comment attirer la majorité anglophone à consommer en français. Comment faire en sorte que nous, francophones, on puisse être fiers de nos produits, de nos développements économiques. Et pour parler du quartier francophone, il y a cette belle expression, c'est la joie de vivre. Donc ça permet, ça parle aux Anglais, puis on en a parlé un peu tantôt, c'est vraiment comment on va faire en sorte que nous, francophones, on puisse montrer que on vient de tout horizon, et puis ce que l'on fait, on le fait vraiment dans une passion de développement. Et les aspects économiques restent, selon moi, un atout à développer. Et je parle d'économie, mais bien sûr, la culture, l'éducation, etc. sont vraiment intéressants. Oui, merci. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Pourriez-vous me revenir à ce que vous avez dit tantôt? Je vous ai dit, il aurait fallu que vous soyez là au déjeuner, c'était tellement bon. On était en discussion, ça allait bien nos affaires. Pourriez-vous répéter ce que vous disiez, Mme Leblanc, justement, pour la discussion qui est arrivée pour aboutir à Joie de vivre? Parce qu'il y avait d'autres mots qui se sont présentés. Alors, pourriez-vous nous répéter un peu? Oui, donc, en fait, je faisais partie d'un petit groupe de travail initial qui a travaillé sur l'établissement du quartier francophone. Et c'était intéressant d'arriver au concept même. Donc, on se disait, bon, les anglophones, on ne veut pas parler du French Quarter parce qu'on associe déjà ça à la Nouvelle-Orléans. Donc là, on a dit, ben peut-être qu'on va juste commencer à parler du quartier francophone tout court. Donc, on va toujours utiliser l'expression en français. Mais on trouvait encore que ça ne collait pas. Okay? Donc, finalement, on a trouvé vraiment cette expression-là où on s'est associé à l'expression « joie de vivre » qui semblait vraiment se rapprocher de l'image, de la perception que les anglophones avaient de la francophonie. Donc, quand on pense « joie de vivre », on pense de fun, on pense de gastronomie, de vin, juste vraiment du plaisir. Et vraiment, c'est comme ça qu'on a commencé à approcher les différents membres du quartier parce que c'était presque comme un plébiscite, là. Il fallait approcher chacun des entrepreneurs du quartier pour obtenir leur aval. Il fallait approcher aussi les conseillers municipaux pour leur en parler. Puis on voyait vraiment que là ils comprenaient ce qu'on essayait de faire. C'était pas juste une vitalité économique, mais c'était une vitalité puis une épanouissement, un rayonnement d'une communauté qui est en pleine effervescence. Et en ce sens, je pense que j'en reviens toujours à M. Arsenault. J'ai été bien impressionnée par tout ce qu'il nous a dit hier, mais je pense qu'il serait bien d'accord avec votre procédé et ce à quoi vous avez abouti, parce que ça devient une expression qui est très riche, qui est très vivante, qui est très porteuse d'émotions positives et qui est très
très vraie aussi. Hein? Oui, qui n'est pas menaçante. Parce qu'on ne pense pas nécessairement à cette partie-là de notre histoire ou qu'on pense aux revendications ou des demandes ou les besoins qu'on a. C'est vraiment par rapport aux aspects positifs de notre culture que l'anglophonie peut-être accepte plus facilement ou connaît plus facilement parce que ça fait partie de leur quotidien. Qui ne boit pas de vin en Alberta? OK. Et vous dites que quand vous avez fait votre porte-à-porte là, pour convaincre tout le monde, ça s'est relativement bien passé, vous n'avez pas trop rencontré de résistance. Quels sont les avantages que les gens du quartier ont vus à l'étalage du fait francophone dans le coin? En quoi c'était bon pour eux? Bien, je pense que je pense que ça formalisait ce qu'ils savaient déjà du quartier, que c'était déjà un quartier où il existait une vitalité, une historique francophone, étant donné justement le noyau d'institutions, d'édifices à ce moment-là. Je pense que ça leur donnait la permission peut-être de considérer une autre façon de faire les choses. Je pense qu'ils ont toujours souhaité être accueillants, mais ne connaissant pas peut-être la francophonie autant, n'avaient peut-être pas les moyens d'entrer en dialogue, en interaction. Et là, je pense qu'on a brisé ces barrières-là. Oui, totalement. Et puis, le point qui est important dans la promotion de la langue française auprès des membres du quartier, c'est de dire que vous pouvez avoir accès à un bassin de personnes qui aiment consommer dans leur langue maternelle. Et le fait, avec cet aspect économique et la façon dont on approche les membres du quartier, ça leur ouvre quand même d'autres portes. Disons que oui, le français, c'est une langue minoritaire, mais malgré ça, vous pouvez avoir quand même un effet économique important. Et je pense qu'ils sont de plus en plus ouverts à ça. Et la réalité, notamment du quartier francophone, mais je parle aussi de l'Alberta en général, qu'on est de plus en plus de francophones et que le consommé français commence à arriver de plus en plus dans l'esprit des entrepreneurs, même si ça reste parfois un marché de niche. C'est la valorisation de ce côté francophone va permettre des effets économiques assez importants. Puis moi, je pense que le quartier est vraiment bien parti pour se développer davantage. On le voit avec le nombre de membres qui croît chaque année. Alors, en continuant en travaillant comme ça, je pense qu'on va pouvoir avoir un effet assez intéressant dans le futur. OK. Moi, j'aimerais vous poser une question un peu bébête, là, mais bon, la thématique, c'est la promotion de la culture francophone au sein des communautés anglophones. Est-ce que cette promotion-là, vous estimez qu'elle se fait déjà, présentement? Est-ce qu'elle se fait suffisamment? Est-ce qu'elle se fait bien? De vos points de vue respectifs. Je ne vous nomme pas spécialiste de la question, mais vos feelings personnels. Est-ce qu'il s'en fait assez de la promotion présentement? Oh. Alors, si je dois parler de ma perspective, alors, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il faut parler un langage commun. Donc, qu'est-ce qui va faire que nous, francophones, on puisse se mettre aux yeux des anglophones et j'en parlais rapidement tantôt, puis on l'a vu aussi, par exemple, avec le spectacle d'hier, c'est les arts, la culture, le sport notamment. Ce sont des vecteurs très importants pour se montrer en tant que francophone. Je vais parler un peu plus de sport parce que je suis un véritable passionné, puis les initiatives que j'ai posées dans 2 villes, Calgary et Edmonton, fonctionnent très bien. Français, j'adore le soccer, le foot pour ceux qui connaissent. Les initiatives qu'on a mises en place avec nos structures nous permettent, de valoriser le fait français par le ballon. Et donc on a vu des francophones, bien entendu, des anglophones, des gens d'Amérique latine venir vers nous qui n'avaient aucune notion comment on existait. Le fait de présenter dans les 2 langues, le fait de présenter un quartier, des institutions, ça fonctionne. Alors, le langage commun qui est le sport fonctionne, il y en a d'autres, la culture, la gastronomie, bien entendu. On boit tous du vin ici, donc c'est des aspects qui vont intéressants. Donc pour moi, c'est parler un langage commun. Et la thé, il y a d'autres également, les festivals, je prends celui du canoë volant, par exemple, à Edmonton, qui chaque année grossit de plus en plus. C'est de valoriser ce fait francophone par ce que certains anglophones pourraient voir de plus accessible. J'abonderais dans le même sens. En fait, puis je dirais même en réponse à votre question, non, on ne fait pas assez la promotion. Puis c'est pas juste les acteurs francophones qui ont le mandat de faire la promotion, ce n'est pas juste les gouvernements. Vraiment, ça devrait être une responsabilité partagée et ça ne devrait pas être considéré comme un fardeau non plus. Donc, plus on normalise la présence. Et vraiment, lorsqu'on regarde peut-être au contexte albertain, la majorité de nos francophones ou nos francophones de langue maternelle anglaise ne participent pas nécessairement
nécessairement dans les structures communautaires francophones ou ne sont pas visibles. On est une minorité invisible. Donc, plus nous, comme individus, on prend notre place, on s'affiche, puis ça peut être des choses aussi simples que, comme vous disiez, bonjour, merci, des choses comme ça, où est-ce qu'on s'affiche. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on prend le drapeau franco-albertain puis on revendique tous les jours, mais c'est des petits choix conscients qui font en sorte qu'on exprime qu'on est là, que les gens autour de nous réalisent que c'est commun. Donc, c'est nous, par exemple, le gouvernement de l'Alberta, on voit qu'il y a un manque à cet égard-là. Donc, une des choses qu'on va travailler au cours des prochaines années, c'est qu'on a désigné le mois de mars maintenant, dorénavant, comme étant le mois de la francophonie albertaine. Oui. Et on souhaite réellement, on travaille avec la CFA provinciale pour créer un consortium provincial qui va inclure des acteurs non seulement francophones, mais non francophones également, parce que c'est important de décloisonner, si on veut, les efforts en la matière. Parce que la francophonie ne s'exprime pas et ne se célèbre pas, il ne se promouvoit pas en vase clos. Là. Ça a besoin d'être partagé. Oui. Oui, Peter? Je pense qu'il est clair, on part de loin. Hein? Ça fait comme 250 ans qu'on se côtoie un peu, plus ou moins, anglophones et francophones. Et après tant d'années, il reste encore beaucoup à faire. Donc, ce n'est pas un reproche là, que je vais faire, c'est plus une interrogation. Moi non plus, je ne crois pas qu'on fasse assez. Donc, si je reviens encore aux anglophones bilingues, là, mon Dieu, ils sont dans l'Ouest, ils sont au Manitoba, d'où je viens, aussi nombreux que les francophones FL1. 2 fois plus nombreux en Saskatchewan, 3 fois plus nombreux en Alberta, 5 fois plus nombreux en Colombie-Britannique. Et ils sont intéressants en plus. Selon mon expérience, ces jeunes anglophones bilingues, ils sont intéressants. Pour plusieurs raisons. De quelle façon? Selon mon expérience, c'est que ces jeunes-là s'intéressent de façon générale à l'autre. Ah. Et ces mêmes jeunes s'intéressent beaucoup, qui parlent français, ils s'intéressent beaucoup aux Autochtones, ils s'intéressent beaucoup au multiculturalisme, ils s'intéressent à l'étranger, puis à l'idée de voyager. Mais une chance, quelque part, pour nous, sauf qu'on n'a pas encore capitalisé cette chance-là, c'est qu'ils s'intéressent... Le premier autre qu'ils ont rencontré sur leur chemin de vie, c'était le francophone. Kind of, parce que, en fait, c'était pas le francophone. On les met pas en contact avec les francophones, mais ils rencontrent la langue du francophone. Mais bon, c'est un début. Si on est capable ensuite, comme société, puis comme communauté francophone, de travailler avec ça pour les amener plus loin. Une question que je me pose souvent, je me dis, c'est curieux, au Canada, toutes les communautés francophones à travers le pays, comme des raisons, on comprend très bien, c'est super, elles se sont dotées toutes d'un plan stratégique en matière d'immigration francophone. Super, il faut le faire. Ça donne des résultats intéressants. Mais à ce que je sache, bien qu'il y ait des initiatives par-ci, par-là, il n'y a pas de plan stratégique communautaire, que moi j'ai vu en tout cas, pour aller chercher les anglophones bilingues. Et pourtant, c'est nos voisins, ils sont juste à côté. Ils sont parmi nous. C'est une ressource gaspillée, là. Mais j'ai jamais vu de plan stratégique. Oui, on est d'accord dans la salle. Et comment est-ce que ça s'explique? En fait, c'est ça la question que je me pose. Comment est-ce que ça s'explique? Ça fait longtemps, là, maintenant que je travaille au milieu minoritaire. Je sais qu'on travaille sur tous les fronts. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de ressources. Mais mon Dieu, si on mettait ensemble tous les francophones, toutes langues maternelles confondues dans l'Ouest, on serait comme 750 000. C'est une ville de la taille de Winnipeg. Hein? Si on était capable de faire communauté, sauf qu'on ne fait pas encore communauté, puis les anglophones bilingues, ils sont à côté. Pourquoi? Ça commence déjà avec les concepts qu'on utilise qu'eux, ils utilisent, que nous utilisons pour concevoir ce que c'est que cet anglophone bilingue. On les appelle des francophiles, comme si on barre la route. Là. Vous avez glissé là-dessus tantôt. Vous n'aimez pas ce mot-là, vous, francophile? Vous êtes un peu cute, là, vous les autres, les anglophones, vous parlez français, là, mais vous ne serez jamais des francophones. Non, vous êtes des francophiles. Donc, nécessairement, dès le moment où on se sert de termes comme ça, on les garde à distance. Et ces francophones de langue maternelle anglaise, ça, c'est un terme que moi et Dominique Sarny, qui est dans la salle,
lancé il y a une douzaine d'années maintenant. Ça n'existe pas encore, pas vraiment. C'est pas surprenant. Il n'y a rien au Canada qui encourage la création là, de francophones de langue maternelle anglaise. Et on ne sait pas trop pourquoi, je dirais de façon très profonde, même 50 ans plus tard, pourquoi on apprend le français aux anglophones. On ne sait vraiment pas pourquoi on fait ça. Il n'y a aucun projet de société. Ça ne mène nulle part. On les lâche après la 12e année. Ça, c'est s'ils se rendent jusqu'à la 12e année. Ouais. La moitié lâche avant. On peut comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a aucun projet de société. Personne ne vient les chercher. Donc, c'est un gaspillage énorme. Il y a un potentiel, puis je pense que comme pays, on n'a même pas encore reconnu, et encore moins exploité. Donc, je dirais non, on ne fait pas assez. Donc, il me semble que ce serait intéressant, plan stratégique communautaire, mais communautaire, ça veut dire le continuum éducatif communautaire, ouais, pour aller les chercher. Ouais, je comprends. Et selon mon expérience comme prof, il n'y a rien de plus valorisant et qui ouvre les yeux des jeunes que si on leur tape sur l'épaule, là, dire « Hey, tu nous intéresses, là. Hey, puis hein, on a quelque chose à vous proposer, ouais, à te proposer. Ouais. Ça va loin, ça. Ouais. Mais bon, mais il faut un plan, il faut être stratégique, systématique. Je sais que c'est beaucoup. Je ne suis pas naïf, là, mais on a, ouais, tout intérêt à le faire, hein, parce, ouais, qu'ils évoluent à côté. Et si ce n'est pas bien géré, là, ça pourrait même faire des dégâts. Merci de mettre en évidence cette réalité-là, à laquelle on ne pense pas, effectivement. C'est encore plus invisible que ce qu'on parlait tantôt, le caractère invisible de la culture francophone, parfois à certains endroits, mais bilingue, c'est encore plus invisible. Vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Leblanc? Oui, bien en fait, c'est une réflexion. En fait, on a tendance toujours à voir la francophonie, même la dualité linguistique, c'est toujours une dichotomie, et souvent, c'est toujours par rapport au Québec. Et même par rapport à ceux qui étaient témoins des insultes, c'était par rapport à « all you Québécois ». Même si l'ensemble des gens qui étaient autour de la table n'avaient rien à faire avec le Québec, c'était par rapport à la langue française. Et au niveau identitaire, que ce soit les francophones ou les anglophones bilingues, on n'a pas encore conceptualisé peut-être cette identité-là, qui peut-être devrait être une redéfinition du Canadien. Oui. Okay? Et c'est ça, c'est le projet sociétal qu'on a besoin, parce que lorsqu'on regarde un petit peu à l'effort qu'on est en train de faire auprès des Premières Nations, peut-être qu'un mouvement semblable est nécessaire du côté des langues officielles, pour se rappeler justement pourquoi on est arrivé aux langues officielles, c'est quoi l'historique, comment est-ce que chacun d'entre nous, on peut s'associer à ce projet-là initial. Il faut définir davantage si on veut faire la promotion de la culture francophone, mais il faut encore savoir qu'est-ce que c'est que cette culture francophone commune. Mais ça revient à son point. Pourquoi est-ce qu'on enseigne le français? Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important? Puis si je peux réagir à ce que tu dis, là, Cindy, moi, je trouve que la façon d'aller chercher les anglophones bilingues, c'est l'angle de la diversité. Puis ce que moi, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants, la diversité, c'est facile à dire. Beaucoup plus difficile de vivre ça de façon authentique et profonde. Et puis je dis, il y a plusieurs façons de faire avancer la diversité au Canada. C'est important, c'est une question de cohésion sociale. Et on voit que si on ne s'occupe pas de la cohésion sociale, on voit dans d'autres pays ce qui peut arriver. Et je dis, mais là, vous avez votre angle. Là, malgré le système, vous avez choisi de continuer en français jusqu'à l'université, puis le fait de... Vous avez choisi librement de faire ça, malgré le système, presque. Et vous choisissez de rentrer par la porte chaque matin, étudier en français, parler en français. J'ai dit bravo, c'est un geste fort politique. Peut-être que vous ne le savez pas, je leur dis, mais c'est fort. Là, vous faites avancer de façon concrète la diversité, et ce faisant, vous faites avancer la diversité en général, parce que la diversité canadienne, là, telle qu'on la vit aujourd'hui, aussi imparfaite soit-elle, ça vient d'où, ça? C'est pas tombé du ciel. Mais bien des Canadiens ne le savent pas, mais le socle, là, c'est le bilinguisme et les droits autochtones. Puis ça crée de l'espace pour le reste de la diversité. Et ensuite, si on est capable de bien canaliser ça, ce reste de la diversité, ça crée de l'espace pour nous. Oui. Je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit Cindy tantôt. C'est
avec ce qui s'était passé, oh, vous êtes des Québécois parce que vous parlez français, si je dois mettre un petit accent économique là-dessus, même les pays ou les entreprises qui souhaitent par exemple se développer au Canada, pour eux, le français ne se parle que dans l'Est, ou majoritairement dans l'Est. Et ça, c'est un vrai problème. Alors c'est à nous aussi de faire des grands signes de la main, disant que nous, ici, on parle français, bien sûr. Votre langue de travail sera en anglais, mais vous pouvez venir, vous pouvez vous développer malgré tout en français. Ça se passe pour les entreprises, ça se passe aussi pour les nouveaux arrivants. Ils arrivent au Canada, le Canada est un pays bilingue, ils arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est des fois un gros problème. Donc il y a une certaine réalité à faire, mais malgré tout, je vois le Canada comment, dans les prochaines années, avec la valorisation du fait français, j'imagine que la dualité linguistique va se promouvoir au fur et à mesure des années, bien entendu, mais les pays africains notamment, ça va être vraiment le futur noyau francophone mondial. Et je pense que le Canada, et notamment l'Ouest, a tout à gagner de ce développement futur. Je vais vous demander juste un petit moment. Russell, is there a spare mic by your side over there? Because we lost a mic. I don't know how we did that because we have 4 mics, 3 here, 1... Ah, on a retrouvé le micro! Génial, je ne comprenais pas comment on avait pu faire le micro. OK. Bon, alors, tout ça pour vous dire qu'on avance dans la discussion et fort probablement que chez vous, ça doit commencer à travailler aussi. Vous aurez peut-être le goût de poser une question ou d'intervenir. Et moi, je vous lance dans la direction on parle vraiment de façon beaucoup plus large, mais si on ramène ça à la thématique de la rencontre, du réseau des villes francophones et francophiles, Peter. Comment on pourra voir justement comment faire la promotion de la culture francophone à l'intérieur de ce réseau pour arriver à bâtir ces routes touristiques-là. Je vous invite à garder ça en tête pour amener des questions, pour relancer la discussion ici. Alors, je vous dis tout de suite que si vous avez le goût d'entrer dans la discussion, c'est le moment de le faire. Il y a Steve qui va se promener avec le micro, fantôme. Il y a quelqu'un qui lève la main ici en haut. Il y a plein... Ah, je le savais. OK. Alors, Steve, c'est toi qui vas avoir la tâche de... On ne l'a pas retrouvé? Hein? Alors, j'arrive. Bon, OK. Alors, on va partager un micro ici. Alors, Steve va se charger de gérer les questions parce qu'il y a plein de mains qui se sont levées. La première main qui... Ah, mon Dieu! La première main, c'est on pas l'a ici. trouvé! Alors, monsieur était le premier à lever la main en arrière. Et ensuite, levez les mains et Steve va gérer les questions. Ça va être toi qui vas avoir la tâche de dire qui est les suivants, d'accord? OK. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Michael Tryon. Je suis le directeur général du Canadian Parents for French ici en Alberta. Je suis en accord avec Peter parce que je suis un anglophone qui parle français. Je ne suis pas un francophone. Francophone, pour moi, c'est quelqu'un qui est français, français, canadien ou n'importe quel. Mais on manque un groupe, et dans votre discussion, c'est le groupe des parents, le groupe des administrateurs qui supportent le français dans la communauté, spécialement dans la communauté d'immersion français, qui ne parlent pas français. Et ça, c'est le vrai champion de français comme langue seconde. Et puis, je ne suis pas une partie de cette communauté. Okay? On n'inclut pas. We don't include this group. We don't include the parents. We don't include the administrators. And so I'm switching to English for some of our guests here too, and for myself. But I really don't look at myself as Francophone. I don't look at the parents that I represent. They don't look at themselves as Francophones. And what's interesting is the organizations here in Alberta and around the country, the Francophone organizations that are going after the French second language community to supplement and increase their membership because of the decline in some areas of the self-identified Francophone population. So just to Donc, vous pointez cette communauté-là aussi à laquelle il faut penser. Oui, Peter? Merci. Merci, Michael. Je vous encourage à considérer la possibilité de vous considérer comme étant également francophone. Parce que je trouve ça intéressant. Hein? Pour les francophones, français, langue maternelle française, hein, c'est la chose la plus naturelle, n'est-ce pas? On est tous bilingues. Bilingues au sens de biculturel. Chose normale, hein? Mais c'est comme si au Canada, encore de nos jours, c'est presque... Ben c'est déjà, on n'y pense pas, mais c'est presque tabou
pour l'anglophone d'avoir le culot, est-ce que c'est ça, de dire là, que je me sens francophone également. C'est comme inconcevable. Toutes les autres identités multiples, là, on célèbre ça, on aime ça, mais l'anglophone qui va avoir l'audace de dire « Hey, je me sens francophone, qu'est-ce que c'est que ça? » Mais aussi, Michael, pour répondre aussi, je pense, à votre question, c'est que ces anglophones-là, ils sont surtout jeunes, mais ils ont un impact sur leur famille. Hein. Quand j'ai donné mes cours à l'Université Regina, je demandais aux étudiants de tenir un journal de bord. C'est incroyable ce que les étudiants vont vous raconter dans leur journal de bord. Et puis les cours que j'avais donnés, ça tournait autour de la francophonie puis de l'engagement. Puis il me disait à quel point, souvent, je suis la seule personne dans ma famille qui parle français. Et ça étonne mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes. Ça les étonne, ils en sont fiers, ils connaissent pas trop ça, mais c'est intéressant, en tout cas. Mais l'impact qu'ils ont sur leur famille, puis sur leurs amis. Et l'autre chose, si je peux juste raconter une petite anecdote personnelle. Brièvement. Oui. J'ai un cousin à Winnipeg. Leurs 3 enfants sont en immersion française avec les nôtres, même école. Leur fille est née dans la classe, même classe que mes enfants. On était au chalet la fin de semaine dernière. Moi, je suis parti avec mon cousin et les enfants faire de la pêche. Ma femme est restée avec la femme de mon cousin. Ils ont 3 enfants en immersion française. C'est des personnes éduquées. Puis elle parlait de l'éducation, l'école, français, bilinguisme, blablabla. Puis ma femme me dit, Peter, et puis ils savent que je suis vice-recteur à l'Université francophone du Manitoba. Puis elle dit, des fois on invite des collègues à Peter chez nous, ils arrivent, ils parlent en français aux enfants, mes enfants, ils répondent en français. Puis des fois ils amènent leurs enfants, en tout cas nos enfants jouent avec leurs enfants en français. Puis elle dit, wait, they speak to their kids in French? Elle dit, ouais, yeah, no, they live in French. Elle dit, here in Winnipeg? Ça, c'est une mère qui a 3 enfants en immersion française. Oh, ouais. Qui pense que communauté francophone, OK, on dit qu'il y a une communauté francophone, mais est-ce qu'elle existe vraiment? Okay. Donc, il y a du travail à faire, mais ces jeunes anglophones vont faire de la sensibilisation auprès de leurs parents, auprès de leurs amis, si on est capable d'aller les chercher. Merci. On va enchaîner parce que je voudrais donner un maximum de chance aux gens à poser des questions. On est rendu à Steve ici. Je vais prendre 2 questions ici, mais après, je m'en viens de votre côté. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai point. Alors, on va s'entendre pour que nos questions et nos réponses soient concises pour qu'on ait le maximum de temps de questions et de partage dans la salle. Madame, on vous écoute. Merci, bonjour. Je suis Suzanne de Courville-Nicole, si vous ne me connaissez pas déjà. Ça fait depuis 1989, lorsque je suis déménagée, que je suis impliquée avec la francophonie de Calgary. La première chose que j'ai toujours fait, c'est de tendre la main à les anglophones, l'anglophonie. Dans le temps, je te dis, je me fais regarder de travers. Il ne fallait pas parler anglais, il fallait protéger nos jeunes. Mes jeunes étaient à l'école francophone. J'avais suggéré qu'on aille un échange entre nos étudiants francophones et les étudiants qui sont en immersion. Ah, mon Dieu, j'ai failli me faire tuer. Il n'y en a pas question. Alors, on a depuis très longtemps le même genre de protectionnisme, si je peux dire, que le Québec. Et je pense que, Dieu merci, que les portes s'ouvrent maintenant. Je pense qu'une chose très importante, c'est qu'il faut que les gens comprennent le Québec. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qui a créé toute la situation qu'on a? Alors, moi, je défends absolument les droits linguistiques, le français, tout ce que vous voudrez. Et comme vous savez, mon frère Jacques de Courville-Nicole, qui vient de décéder, s'est battu pour la cause en Ontario pendant des années. Et puis, enfin, la capitale du Canada, Ottawa, est officiellement bilingue. Que tout le monde pensait que ça doit l'être. Non, elle ne l'était pas. Wow. Alors, moi, je trouve ça épouvantable
que les francophones, qu'il faut qu'on se batte comme des diables dans l'eau bénite pendant des années pour aller chercher quelque chose qui devrait être automatique, comme notre capitaine national officiellement bilingue. Ouais. Je vais juste dire vite, pendant de 2012 à 2015, le Bureau de visibilité à Calgary avait une émission de télévision communautaire avec Shaw TV qui s'appelait « Hello, bonjour » à Calgary en premier, puis ensuite « Hello, bonjour, Alberta ». On a reçu Michael 2-3 fois, je crois, et toute une gamme d'invités. Je vous invite tous à aller voir à YouTube. C'est « Hello, bonjour, Alberta ». Il y a 158 épisodes, tout bilingue. C'était le seul programme au Canada qui était bilingue. Shaw TV a fermé ses portes, on nous a coupé la parole. Alors, on a besoin de l'aide des médias. Ouais. On n'a jamais eu, moi c'est tout bénévole, on n'a jamais eu de fonds de gouvernement ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire avec les médias anglophones qui nous ignorent complètement. On fait des festivals, on fait toutes sortes d'affaires. On voit toutes les choses des Chinois, des Hindous, des ce que tu voudras. On va devoir conclure là-dessus. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un non-sens quand on voit 30 secondes. Et si on est chanceux, ça, c'est pas correct. Puis il faut que ça soit corrigé. Merci. Et puis, absolument, il faut qu'il y ait un plan, je suis tout à fait d'accord, stratégique, qui inclut tout le monde. Puis nos amis de Lafayette, mon Dieu. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, madame. On va passer le micro à la prochaine question. Peut-être que Cindy voulait réagir. Est-ce que je vous voyais pendant qu'on se rend à la personne suivante? Non, c'est bon. Continuons. Ça va. D'accord, c'est bon. Oui. Bonjour, everybody. Bonjour. All right. See, that's my attempt at speaking French. Okay. But no, I just wanted to tell y'all that one of the things, and we have Robert here from Lafayette also, but I'm from the mayor of Opelousas. But one of the things that we noticed that we started doing was we started putting, like I gave some of y'all last night, these little recipes with in French, and we make them in French and English. So we found out if we started doing that, it started promoting the French language in the area. The kids would get these, and they couldn't speak it, so they would go home to their parents and say, what does this say? What does this say? Oh. So it kind of promoted that, what do you call it, the immersion. So then the kids, after they got it, they would say, well, why aren't we in immersion schools, or why aren't we? So it made a big difference. And also, like in Lafayette and Opelousas, we have a lot of signs that we put, and we put those in French also. So once again, it kind of promotes the young people to see this and want to know what is going on. Good job. And yeah. So that's a way, you know, I know y'all are asking how do you promote it in that area, you know, the French and the English communities, but that's how you do it. Yeah. So, I mean, if that's good for any of y'all and a good idea for any of y'all, that's, you know. Merci, thank you very much for that very good example. Et c'est ça l'idée aussi, c'est de voir comment on peut avoir, et madame avait un exemple aussi d'une émission, oui? Il fait dire qu'il y a des exemples ici à donner. OK, on peut se rendre à la table. OK, we'll get to your table. Thank you, sir. Alors, on avait un exemple aussi d'émission sur le canal communautaire fait bénévolement. Exemple ici concrète avec monsieur et ses recettes en français et en anglais. Steve, oui. Madame. Pardon, oui, c'est Linda ici qui veut dire un mot. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, je m'excuse, je n'utilise pas les bons termes, mais mettons qu'on m'a provoqué pas mal là, ce matin. Puis là, ben, je suis tout en train de penser pas mal. Là. Ouais. Il y a une affaire que je trouvais ça important. Je suis dans le milieu de l'immersion depuis plus de 30 ans. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, ce que tu as dit. Donc, Monsieur Dorrington, c'est ça? Donc, on est à côté. J'ai jamais voulu appeler mes élèves francophones. Même si, quand il y avait des activités dans la province, ils disaient tout le temps, par exemple, jeux francophones ou toutes sortes de choses qui mentionnaient francophones. Mes élèves se sont jamais sentis que c'était pour eux autres parce qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient francophones. Donc, j'ai toujours voulu un petit peu respecter leur identité. Vous êtes en immersion, mais je comprends que vous êtes anglophone. Je trouve ça intéressant. Alors, je les appelais francophiles parce que je voulais leur donner aussi un nom. Puis, je ne voulais pas les appeler francophones pour cette raison-là.
J'aime le terme francophone de langue maternelle anglaise, mais c'est long. Alors, c'est intéressant, je réfléchis beaucoup, mais pour moi aussi, les francophiles, c'était justement les gens qui nous supportent, comme mon surintendant ici, M. German. Alors, il fait beaucoup pour l'immersion, il est ici pour nous autres aujourd'hui. Alors, pour moi, lui, il est un francophile qui supporte les programmes d'immersion dans notre district puis qui supporte la culture francophone. Est-ce que je suis toute mêlée, là, ou ça va? Peter. Je pense que Édouard Glissant, un grand penseur martiniquais, qui, comme il disait, quant à mon identité, je m'en arrangerai moi-même. Hein. Donc, je pense que c'est pas à nous de mettre des étiquettes là, sur le front des jeunes, mais si on les encourage à vivre certaines expériences, ces jeunes anglophones vont, comme tout naturellement, si notre travail est bien pensé, puis si c'est systématique, et s'il y a des encouragements, vont finir par se poser la question, ou on pourrait au moins leur poser la question. C'est ça ce que je faisais avec mes étudiants. Je ne leur disais pas, vous êtes des anglophones, vous êtes des francophones. Avez-vous jamais pensé à cette idée-là? Personne ne leur avait jamais proposé ça. Mais si on sème des questions, puis on leur offre des expériences, peu à peu, si tout va bien, ils vont y arriver tout seuls, eux-mêmes, et c'est beaucoup plus fort comme ça. Oui, mais c'est un terme de définition de la culture et de l'appartenance aussi. Ça, c'est un dossier qui est en évolution. Monsieur, ici. Oui, merci. On va y aller avec 3 autres questions. Si jamais je ne vous ai pas vu, ne vous gênez pas pour aller voir nos panélistes. Ils vont pouvoir répondre à vos questions après. Bon, parfait. Bonjour, Pierre-Yves Moquet, doyen de la faculté Saint-Jean à l'Université de l'Alberta. Alors, je voudrais repartir sur ce qu'a dit Peter Dorrington. Je voudrais faire 3 remarques à ce sujet-là. La première chose, c'est que je ne peux qu'être entièrement d'accord avec toi de la nécessité d'arrêter cette distinction qui exclut entre francophones et francophiles. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut de plus en plus concevoir que le français est une langue de vie et pas simplement une langue d'étude. Or, on ghettoise le français dans la dimension étude uniquement. L'immersion ne fait simplement que d'envisager le français comme une langue d'étude. Pas du tout une langue de vie, pas une langue de culture, pas une langue de l'émotion, pas une langue de l'expression. Et ça c'est le plus gros problème à l'heure actuelle. Au campus Saint-Jean, à l'heure actuelle, nous sommes en train justement de mettre en place, ça fait maintenant 2 ans, un programme de sensibilisation où le français est une langue de vie. L'habitude des étudiants était d'utiliser le français dans la salle de classe. Dès qu'ils sortaient dans le couloir, ils repassaient à l'anglais. Or, 80% des étudiants du campus Saint-Jean sont anglophones, sont francophones de langue maternelle anglaise, pour reprendre ton expression que j'aime beaucoup. Et donc, il est absolument essentiel de désenclaver le français de simplement une langue d'étude. Et puis, finalement, je pense que le moment est vraiment venu en Alberta. Ça, c'est une chose où on est encore très timide à envisager toute la question de l'inclusion. C'est absolument fondamental. On est dans une situation où la diversité francophone en Alberta est en train d'augmenter. Or, on est encore dans des schémas qui sont des schémas traditionnels qui existaient auparavant. Il faut absolument avancer vers quelque chose d'autre. Alors, merci de ce que vous avez dit tout à l'heure également. Il faut que l'on prenne conscience du fait qu'il y a un mouvement latéral qui s'effectue en ce qui concerne l'origine du français dans le monde et où les plus grosses masses francophones vont se situer dans une vingtaine d'années. Et ça, c'est absolument essentiel de le percevoir et d'entamer cette réflexion qui doit absolument se faire. Merci. Merci beaucoup. L'avant-dernière question, Steve. Oui, on arrive par ici. Oui. Bonjour, mon nom est Ben Van der Waal et pour faire du pouce sur le commentaire de Suzanne, j'ai rencontré Suzanne 25 ans passés à Calgary et elle s'est impliquée de découvrir la francophonie à Calgary, l'histoire de Rouleauville 1899 à 1907. Alors, qu'est-ce qu'on prépare par la fin du mois de septembre? C'est un livre,
Rouleauville, The Cradle of Calgary. Alors, les panélistes, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez partagé jusqu'à date. Et 20 ans passés, à l'ouverture officielle de la Cité des Rocheuses, j'aurais bien voulu avoir cette conversation. Alors, il y a tout quelque chose à découvrir à Calgary avec l'implication dans l'énergie, les aspects financiers, tout ça. Alors, j'apprécie la conversation aujourd'hui pour qu'elle continue. Alors, pour Calgary en particulier, quelques commentaires, s'il vous plaît. Merci. Donc, quelques commentaires à propos de Calgary. C'était votre question, monsieur? Oui, parce que Calgary, dans l'Ouest du Canada, a un rôle émergent continuellement au niveau de l'énergie. OK, parce que Calgary a un rôle émergent important au Canada par rapport à l'énergie. C'est ce que vous avez dit. Donc, Madame, ici? Bien, je pourrais me lancer peut-être un petit peu. Déjà, je pense qu'on voit une ouverture de la part de la majorité. Donc, lorsqu'on regarde au WordFest ou même le Folkfest, jusqu'à un certain Global Fest à Calgary, il y a plein de grands festivals de la majorité maintenant qui ont une plus grande participation de programmation en français. Et ça, justement, ça crée cet espace-là ça donne la permission, dans le fond, aux francophones de se faire voir, se faire entendre. Donc là, on voit vraiment la démarche des francophones. Je pense aussi qu'il y a des francophones qui vont vers l'anglophonie. Donc, on regarde Franco Festival et tout ça, où est-ce qu'on essaie de parler plus de cette diversité de la francophonie qui inclut justement une ouverture vers l'anglophonie. Donc, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Je sais qu'il y a des désirs de certains. Donc, lorsqu'on regarde nos grandes multinationales, on sait qu'eux attirent de nombreux employés qui sont bilingues. Okay? Donc, comment est-ce qu'on s'assure d'intégrer ces personnes-là dans notre grande communauté? Et de par même, la population de Calgary, elle est plutôt transiente. Okay? Donc, c'est des gens qui viennent travailler pour très longtemps. Et les week-ends, ils partent tout de suite pour les montagnes. C'est l'avantage d'être à 45 minutes, 1 heure des montagnes. Donc, on passe son temps là. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités intéressantes dans le secteur du tourisme, sur les régions des Rocheuses. Donc, tu sais, à Canmore, dans tous les restaurants, on retrouve des gens qui s'expriment en français. Je veux dire, nos guides touristiques, tu vas dans le backcountry, tu vas tomber sur des gens qui parlent français, que ce soit des francophones de langue maternelle anglaise ou des francophones ou des gens, écoute, le français, c'est aussi une langue qui peut s'attraper. Oui, je risque juste un rapide commentaire, effectivement. En parlant de multinationales, et puis je vois suite à aux difficultés économiques que l'Alberta a rencontrées avec le prix du baril qui s'est littéralement cassé la figure, on a vu ces départs de grandes compagnies françaises quitter Calgary. Malgré tout, certains Français sont restés, beaucoup sont partis. Et je te rejoins là-dessus, c'est comment faire en sorte que cette population-là, qui est arrivée au Canada par des visas de travailleurs, et c'est extrêmement rapide pour eux, comment les intégrer, comment faire en sorte qu'ils puissent participer à notre francophonie de tous les jours. Ça, c'est un véritable défi. Je le vis en tant qu'immigrant, mais en tant que, on les appelle les expats, ceux qui arrivent pour question de travail, comment faire en sorte qu'on puisse les intégrer, parce que c'est une manne importante de personnes, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue culturel. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses, et à Calgary, c'est clair que la francophonie est diverse, elle est aussi assez large, dans le sens c'est que, comparé à Edmonton, nous avons le quartier francophone. À Calgary, il n'y a pas encore 2 quartiers francophones. J'espère qu'il y en aura un jour. Il y a Rouleauville, effectivement, qui a un noyau vraiment d'histoire très fort. Alors, c'est à nous de continuer à faire des pas vers ces gens qui arrivent de manière assez spontanée, qui repartent, mais il faut faire des choses pour pouvoir les maintenir. J'ajouterais juste un commentaire, par contre. Faut pas se leurrer. On est une francophonie qui est très, très grande. On n'est pas homogène. Donc, il n'y aura pas une seule solution. Donc, je me prends comme professionnelle bilingue. J'ai avec une jeune famille, mes centres d'intérêt vont sans doute peut-être être différents de Joris, OK, ou de Peter. Donc, vraiment, il faut cesser de penser à une seule chose. On est plusieurs acteurs, que ce soit dans la francophonie ou dans la majorité. Puis vraiment, je pense qu'il faut juste prendre sa place. Dernière question. Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin, je suis président de la Fédération culturelle canadienne-française, donc tout ce qui est art, culture et industrie culturelle dans les communautés francophones et acadiennes. J'ai beaucoup d'idées qui se bousculent dans ma tête, puis ma première réaction, c'est de dire qu'on fait tous erreur en se définissant avec un mot. Lorsqu'on se définit avec un mot, on se met à l'opposition à tous les autres mots. Lorsqu'on est francophile, on n'est plus francophone. Lorsqu'on est anglophone, on n'est pas
francophone. Ça, c'est un gros erreur à mon avis. Puis à ce niveau-là, je rejoins beaucoup ce que Peter dit. L'autre mot qui me fait... Mes orteils se virent de bord. C'est qu'on est une minorité. Je m'excuse, moi, je suis citoyen. Point. Peu importe. Monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom, Monsieur Agossou, je crois qu'on appelle ça l'accueil francophone au Manitoba, bref, un organisme d'intégration, a dit qu'en culture, 1 + 1 peut égaler 1. On peut être Camerounais et Canadien. On peut être Québécois et Acadien. 1 + 1 peut égaler 1. J'aime beaucoup ça. Simon Brault, maintenant président du Conseil des arts du Canada, dans un livre qu'il a publié en 2009, Le facteur C, nous disait que la culture, c'est la définition du nous collectif. Moi, ce que j'aime dans ça, c'est 2 choses. D'abord, ça vient prouver que la culture, c'est vivant. Ensuite, ça me dit que dès que le nous se modifie, la culture se modifie, ce qui fait qu'elle est vivante d'ailleurs. Donc, quand il y a des nouveaux arrivants, quand on intègre des gens dans notre communauté, la culture va se modifier. Puis comment est-ce qu'on le sait? Ça, c'est par l'expression de cette culture-là qui est par les arts. Donc, je pense que les arts et la culture pour l'intégration, puis pour se définir... Merci. Donc, je pense que notre gros problème, c'est qu'on essaie trop de se définir avec des mots clairs et précis. Je vais finir avec des propos que j'ai entendus hier soir, qui ont résonné énormément. Je m'excuse, je vais les botcher un petit peu. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit une bunch de monde qui parle mal français puis qui aime ça. Hey, bravo! Vous savez, c'est pratiquement une conclusion. C'était la dernière question. Merci pour votre remarque. Steve, je sens que tu t'en viens me dire qu'on a débordé dans le temps, mais on a commencé un petit peu plus en retard ce matin. Oui, ben continue. Puis, oui, OK. Une petite conclusion, ce sera une petite conclusion rapide. Bon, première des choses, merci. Ce panel s'est élargi à la salle. Votre contribution a été extraordinaire. Vraiment, merci pour vos propos à tous. Et puis, on tirait vraiment vers la conclusion, vers le mot de la fin avec le mot de notre dernier intervenant. Alors, si on veut résumer, revenons à aujourd'hui. La promotion, on est d'accord qu'il faut continuer à en faire, il faut toujours en faire. Il faut le faire en ciblant nos publics, je pense, peut-être. Même si on a tous... C'est difficile de mettre une étiquette unique, mais en marketing, c'est une loi de marketing. Hein. Si on veut faire la promotion de notre produit, il faut aller vers le public cible. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est venu avec Peter qui nous faisait remarquer que les anglophones bilingues, donc qui parlent aussi français, sont intéressants et peut-être qu'il faut aller de ce côté-là aussi. Monsieur nous rappelait que par les arts et par la culture aussi, c'est un vecteur important pour se rendre, quand on peut penser à la construction de produits aussi touristiques à offrir sur ces routes-là. Et on comprend que oui, il y a un intérêt pour le marché anglophone aussi à inclure le fait francophone. On le voit très bien avec le marché, le quartier Joie de vivre. Et on voit aussi avec Mme Leblanc que les structures gouvernementales en place sont là pour appuyer. Elles ne peuvent pas faire le travail, mais peuvent appuyer le travail de promotion du fait français. Est-ce qu'une personne de vous trois, parce que ça tire vraiment à sa fin, voudrait ajouter un petit mot de la fin? Ou peut-être les trois, mais il faudrait vraiment que ce soit bref. Oui. Juste rapidement, j'ai beaucoup aimé le commentaire de M. Moquet, savoir qu'à la sortie des classes, les jeunes parlent anglais. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on travaille ensemble et qu'on rende le français le plus plaisant pour eux, le plus sexy possible. J'aime beaucoup cette expression-là, mais j'y tiens, pour faire vraiment rayonner notre francophonie. Alors, ensemble, on est plus fort. C'est vraiment le mot d'ordre qu'on doit avoir. Et même si 20 ans en arrière, des fois, le discours se répétait, je pense que maintenant, en 2018, il faut vraiment passer un cap et on dire fini de travailler en silo, travailler en équipe, et je pense qu'on va faire vraiment évaluer la cause. Merci. Non, honnêtement, je pense qu'avec la promotion de la culture, en fait, des cultures francophones ou culture au sens d'un projet sociétal, peut-être que c'est ça. Il faut revenir à ce questionnement de quel est le projet de société qu'on souhaite se donner, puis d'avoir ces conversations-là, pas juste entre nous francophones, mais vraiment élargir. Merci beaucoup. Peter Darrington? Oups, micro. Oui, vive la francophonie, mais que ce soit une grande francophonie inclusive et confiante, et on va y arriver.
Merci. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci aussi à vous tous pour votre excellente participation. Dominique. Merci à nos panélistes pour cette discussion très, très stimulante et au nom du réseau des villes. Donc, je veux remercier Cindy Leblanc, Joris Desmar-Decaux et Peter Dorrington. Merci beaucoup. Je vais prendre votre micro.